nous avons le plaisir de vous donner une conférence grâce à monsieur Gérard Bonnet, qui a été journaliste presque 30 ans à l'Indépendant, c'est ça. Justement sur ce journal, ce quotidien, qui est né en 1846, un des plus vieux, si ce n'est les plus vieux encore vivants en France, et qui a eu des mouvements fluctuants, mais qui est toujours là. Alors, il est toujours là, il faudrait dire aussi, en grande partie, grâce aux journalistes qui étaient d'attaque. Maintenant, je voudrais vous dire qui est Gérard Bonnet. Alors, Gérard Bonnet, comme vous le voyez, c'est un très jeune retraité. Ouais. Il a été diplômé, encore jeune, à 19 ans, de l'école supérieure de journalisme à Paris. Et il est resté à Paris jusqu'en 1900, à peu près 84. Et il a fait un doctorat sur l'Indépendant. Sur l'Indépendant. Alors, c'est pour vous dire qu'il ne varie pas l'Indépendant. Tous les livres ici, et il en a écrit de nombreux, sont sur l'Indépendant. Sur la presse, en tout cas, pas sur la presse. L'Indépendant, et bien sûr des déviations sur la presse, ce qui est obligatoire. Soit il écrivait seul, soit il écrit avec des amis, et donc les ouvertures sont différentes. Vous avez donc la possibilité de consulter aussi sa thèse, et la thèse en poche, il est reparti dans les Pyrénées-Orientales, où il est local. Et voilà que maintenant, il y passe sa retraite. Alors, nous avons la chance d'avoir son exposé, et surtout très bien illustré, aussi grâce à Eliane, sa femme. Voilà. C'est vrai. Merci. Ça va le son? C'est bon? Très bien. Bon, eh bien, bonsoir tout le monde. Merci d'être venu ce soir pour m'écouter. Je vais vous conter plutôt l'histoire. Vous n'entendez pas? Non. Alors, je reprends. Ah, ben oui. Là c'est mieux. Oh, alors là, bon, vous m'entendez là? Oui, c'est sûr. Voilà. Bon, alors je dois chuchoter maintenant, ça vient quand c'est compliqué. Baissez le son, s'il vous plaît. Bien, donc je disais merci, vous êtes venus nombreux ce soir pour écouter cette conférence sur l'histoire de l'Indépendant, dont l'Indépendant, effectivement, fait partie de mes principaux centres d'intérêt, mais pas seulement l'Indépendant, puisque je travaille sur l'histoire de la presse depuis ma thèse sur l'Indépendant, qui a été soutenue, effectivement, en 1984 à Paris 1. Voilà, donc là c'est un survol de l'histoire de l'Indépendant de 1946 à 2025, 2026, 2024 si vous voulez, et à travers donc des anniversaires, 4 grands anniversaires. Mais il y a un anniversaire, enfin une période, si vous voulez, la première période qui sera beaucoup plus longue, beaucoup plus détaillée, c'est la période la plus ancienne, et je pense que c'est celle qui vous intéresse peut-être le plus, celle que vous connaissez le moins. Et puis ensuite, les deux autres périodes seront un peu plus courtes, et on arrivera donc jusqu'à aujourd'hui avec toute une série de photos. Donc ceci est la présentation de la conférence. Vous voyez une super publicité, je l'aime bien. J'aurais pu mettre une publicité aussi qui est très sympathique, où on voit François Arago sur la place Arago. Et c'est l'Indépendant avait distribué ça à l'époque de ses 140 ans, et non pas 150 ans. Avait distribué une carte postale de l'époque, et on voyait donc Arago qui interpellait un vendeur, et il faisait « psst ». L'Indépendant. Elle est sympathique, mais bon, je varie. Cette fois-ci, j'ai mis celle-ci. Ça va, vous me suivez? Je ne vais pas trop vite? Bon, parce que j'ai beaucoup de choses à dire et je n'ai pas trop de temps, alors je vais un peu aller vite, je vais pédaler. Voilà, donc on y va. Donc comme vous le savez, dans le lancement, le temps 1, donc la première grande partie, celle qui sera la plus longue. Vous le savez, c'est François Arago qui a lancé, non c'est pas vrai, il n'a pas lancé l'Indépendant. Tout le monde dit François Arago a lancé l'Indépendant, c'est faux. L'Indépendant a été lancé par Théodore Guittet, un notaire de Perpignan, qui était un notaire républicain à l'époque, et par Paul Massotte. Il y a une rue Paul Massotte à Perpignan, la rue Paul Guittet. La rue Théodore Guittet est moins connue, elle est à côté de la place des Poilus. En fait, Arago a donné son nom. C'est son nom qui a permis, si vous voulez,
de créer l'indépendance. C'est autour de son nom et de sa personnalité et de cet homme politique que s'est créé l'indépendance. Pourquoi? Parce qu'en 1846, nous sommes donc sous la monarchie de Juillet et François Arago est un républicain, un opposant, un républicain depuis les années 1830, grand savant, astronome, mathématicien, physicien, etc. Vraiment une personnalité de l'époque, je dirais, largement connue en France, bien sûr, en Europe et au-delà. Vraiment un grand personnage, très grand personnage. Mais ça, vous le savez. Et donc, c'était aussi un homme politique, ce qu'on sait, moi, un républicain modéré, quand même. C'était pas un républicain comme son jeune frère Étienne, qui, lui, était un républicain très radical. 20 ans de différence, il était plus jeune, beaucoup plus radical. François était beaucoup plus modéré. Quoi qu'il en soit, en 1846, il s'agit de le réélire comme député du département, puisqu'il est député du département depuis 1831. Et pour le faire, pour qu'il emporte, pour qu'il enlève, cette fois-ci, c'est un peu plus difficile. C'est un peu plus difficile parce qu'en face, il a un opposant qui est le marquis de Contade. Le marquis de Contade était le gendre du maréchal de Castellane, qui était le patron de l'armée, de la place forte de Perpignan, et ils étaient soutenus par l'unique journal du département, le journal des Pyrénées-Orientales, qui est remonté au début du XIXe siècle. Donc là, Arago est un petit peu menacé. Sera-t-il élu? Sera-t-il pas élu? Comment ça va se passer? Alors la meilleure solution, c'était de créer un journal. Comme aujourd'hui, un journal, ça permet de faire la promotion, entre guillemets, la publicité, en tout cas de donner de l'information, soutenir, supporter le leader là, des Républicains de l'époque. Voilà. Alors, quand je dis républicain de l'époque, il faut savoir, et je vais aller très vite là-dessus, que l'Indépendant au départ n'est pas un journal que républicain. C'est un journal carlo-républicain. C'est-à-dire c'est un journal qui est légitimiste, les carlistes dans les départements, c'est-à-dire les légitimistes. Je vais vite, on ne rentre pas dans les détails, mais sachez que c'est un journal carlo-républicain qui a été soutenu, et c'est paradoxal, d'un côté par les légitimistes, de l'autre côté par les républicains, contre les orléanistes, c'est-à-dire contre la monarchie constitutionnelle. D'accord? Bien. Ce qu'apportent les républicains, c'est les journalistes, le rédacteur en chef, qui viendra du Jura, on va le voir dans un instant, qui s'appelait Pierre Lefranc. C'est bien, quand on fait un journal, il faut l'écrire, mais un journal, une fois écrit, il faut l'imprimer. Et l'avantage des légitimistes, c'est de proposer un imprimeur qui s'appelait Jean-Baptiste Alezine, qui justement était légitimiste carliste. Donc c'est cette association entre les carlistes d'un côté et, ou légitimistes comme vous voulez, et les républicains, qui fait que le 1er janvier 1846, le journal indépendant voit le jour. Madame Beller, vous aviez raison, l'Indépendant aujourd'hui est le plus ancien quotidien en activité. Plus ancien. C'est pas le Figaro, bien qu'on est en 1826, parce que le Figaro est un journal qui a eu différentes vies. C'était un journal d'ailleurs qui a été lancé au début, en 1826 ou un peu avant, je ne sais plus, je ne me souviens plus, par Étienne Arago, le jeune frère de François. Mais c'était un journal culturel, de théâtre, de potins, etc. Le journal Le Figaro tel que vous connaissez aujourd'hui, c'est 1866, me semble-t-il, et c'est Villemessant qui l'a lancé, donc 1866. C'est 20 ans après 1846. Donc pour moi, le plus ancien, c'est l'Indépendant. Et vous direz, vous êtes chauvin, hein? Ouais, bon, ben, je le reconnais. Alors, j'avance, et avant d'avancer, vous voyez ce paraphe, cette signature, vous remarquez qu'il y a écrit Arago. Hein, en haut, vertical et horizontal. Si je vous ai mis les deux, c'est parce que la signature d'Arago, c'est celle d'en bas, à l'horizontale, bien sûr. Et si j'ai mis l'autre verticale, c'est parce que le petit cargol, comme on dit en catalan, en haut, à l'intérieur, si vous regardez bien, il y a écrit aussi Arago. Voilà, donc c'est une façon de rendre cette signature inviolable. Parce qu'il faut le faire, écrire la signature, et puis dans le petit tortillon, là, mettre Arago, c'est pas évident. Voilà, c'était pour ce petit clin d'œil. J'avance. Voilà, donc je vous disais il y a un instant que les deux personnes qui lançaient l'Indépendant s'appelaient Théodore Guittet, notaire à Perpignan, et celui qui l'a rédigé, c'était Pierre Lefranc, rédacteur en chef, qui nous venait à l'époque du Jura. Donc c'est un franc-comtois qui était le premier rédacteur en chef de l'Indépendant. Je vous laisse lire, donc je ne vais pas répéter ce qu'il y a écrit, mais vous voyez donc un petit peu le curriculum vitae de ces deux personnages. Donc les pères fondateurs, on est toujours avec les pères fondateurs, donc on retrouve là un portrait différent que tout à l'heure de François Arago, il est un peu plus âgé, et de son jeune frère Étienne.
Étienne était à l'époque journaliste, homme de théâtre, homme de lettres. Il a été député en 1948 avec le Franc, Guité, etc. Mais on en parlera tout à l'heure. Mais Étienne était aussi un carbonaro, donc vous voyez, c'était quelqu'un qui est dans la charbonnerie, c'est-à-dire quelqu'un qui était très engagé à la gauche de l'époque, donc radical, un républicain radical, alors que son frère, comme je vous l'ai dit, était beaucoup plus modéré. Si jamais je vais trop vite, vous m'arrêtez, vous me le dites, n'hésitez pas. Bien, ça c'est intéressant parce que je n'ai pas réussi à trouver, je ne l'ai pas rencontré. J'ai trouvé, j'ai déniché, j'ai connu, mais à travers les archives, les descendants d'Alzine, mais autant les descendants de Guité et de Lefranc, je les ai rencontrés, ils m'ont donné des documents photographiques, d'où les photos que vous avez vues, mais également la Bibliothèque nationale pour François Arago. Autant côté Alzine, je n'ai pas eu le plaisir, l'avantage, l'honneur de rencontrer les descendants de cet imprimeur. Là, c'est Jean Alzine, le père. En revanche, au Castillet, à l'époque c'était dans la Casa Peyral, hein, vous vous souvenez, c'était les archives de Perpignan, et au Castillet, une archiviste de Perpignan a découvert cette enseigne qui était l'enseigne de l'imprimerie Alzine, dont Jean Alzine, le père de Jean-Baptiste, l'imprimeur de l'Indépendant, vous voyez. Donc ça remonte de Jean Alzine, donc, qui était imprimeur à Perpignan, de 1794-95 à 1832. Donc on peut dire que ça c'est la fin 18e, début 19e. Mais je trouve que c'est très original et c'est différent et ça complète. Alors, nous étions tout à l'heure au fondateur, mais on fait un grand pas en avant. Il y a les gens qui fondent l'indépendant, 1er janvier 1846, mais il se trouve qu'en août 1848, l'indépendance cesse sa parution. Pourquoi cesse-t-il sa parution? Parce qu'en août 1848, ou plutôt en février 1848, il y a eu la fameuse révolution de février. Et ces personnes, toutes ces personnes que vous avez vues, les frères Arago, Guité, Lefranc et d'autres encore, étaient donc des républicains. Ils se sont battus contre la monarchie de Juillet pour que la République advienne. Et une fois qu'elle est là, après la Révolution de 1848, dès lors qu'on a le pouvoir, à la limite, un journal, à Perpignan en tout cas, ne sert plus à rien. Donc le journal va disparaître. Il va disparaître aussi parce que les gens qui le font deviennent tous députés. Les frères Arago, vous l'avez vu il y a un instant, le rédacteur en chef Pierre Lefranc devient député. Et dès lors que les rédacteurs s'en vont, ils quittent Perpignan pour Paris, c'est difficile de faire un journal. Mais également, les légitimistes, qui étaient associés aux Républicains pour lancer l'indépendant, se rangent à ce moment-là dans l'opposition. Dès lors que les Républicains prennent le pouvoir, tout naturellement, ceux qui les ont soutenus pour faire tomber la monarchie constitutionnelle sont contre les Républicains, dès lors que les Républicains prennent le pouvoir. Donc il n'y a plus d'imprimeurs. Donc plus d'imprimeurs, plus de rédacteurs, plus de journal. 1er janvier 1846, numéro de l'Indépendant. 5 août 1848, dernier numéro de l'Indépendant. L'Indépendant disparaît. L'Indépendant des Pyrénées-Orientales. Il y a plus de 20 ans. Pendant 20 ans, l'Indépendant disparaît. Pourquoi? Parce que c'est la période de l'Empire. D'abord, l'Empire, Louis-Napoléon Bonaparte, hein, donc la Seconde République. Donc les républicains qu'on vient d'évoquer sont au pouvoir, mais très rapidement, Louis-Napoléon Bonaparte devenant Napoléon III, ces républicains sont opposés bien évidemment à Napoléon III. Et de toute façon, Napoléon III serre la vis. Pas de journaux d'opposition, tout cela est interdit. Donc l'indépendant ne paraît pas pendant 20 ans, il disparaît jusqu'en septembre 1868. Il reparaît parce qu'à ce moment-là, nous sommes dans ce qu'on appelle l'Empire libéral. Napoléon III décide de libéraliser, si vous voulez, l'Empire, d'ouvrir une fenêtre, un bol d'air. Et il y a beaucoup de journaux qui paraissent ou reparaissent, c'est le cas de l'Indépendant, en 1868. Donc pour l'Indépendant, c'est une reparution avec quasiment les mêmes hommes, c'est-à-dire Guité Lefranc, Arago est décédé, avec Étienne Arago, mais qui est âgé, et il mourra en 1892, et surtout les nouveaux républicains de l'époque, et le plus connu, c'est Lazare Escarguel. Il y a une rue Lazare Escarguel, il y avait une statue de Lazare Escarguel à Perpignan, sur la place de Catalogne. Auparavant, elle était à la Pépinière. Donc, c'est le chef des Républicains, c'est un Audois qui s'est marié dans les PO
avec une catalane, et donc c'est le patron républicain, et c'est autour de lui, avec toujours comme rédacteur en chef Pierre Lefranc, que l'Indépendant reparaît en 1868. Quand Pierre Lefranc devient à nouveau député, c'est le gendre de Lazare Escarguel, qui s'appelle Jean Lafont, qui prend la direction de l'Indépendant. Donc vous voyez déjà, à cette époque-là, c'est une affaire de famille. Et pendant très longtemps, jusqu'à 1986, l'indépendance a été aussi une affaire de famille, avec les Brousses Chichet, ou plutôt les Brousses Escarguel, Chichet, puisque les Chichet étaient apparentés aux Escarguel. Donc une affaire de famille, c'est ce que je vous disais il y a un instant. D'un côté, donc, vous avez Emmanuel Brousse, qui est à partir de 1898 l'imprimeur gérant du journal jusqu'en 1926. Emmanuel Brousse est le fils de Emmanuel Brousse père, dont lui c'est Emmanuel Brousse fils. Emmanuel Brousse père, c'était l'imprimeur de l'Indépendant en 1868. Et dès lors que le père disparaît, c'est son fils, qui est aussi imprimeur, qui s'appelle également Emmanuel, qui prend la gérance de l'Indépendant et de l'imprimerie à la place de son père, et qui fera de la politique en devenant donc député des Pyrénées-Orientales. Vous avez là aussi toute une série d'informations. Sous sa photographie, Jules Escarguel est le fils de Lazare, que vous avez vu précédemment, donc toujours une affaire de famille, qui est journaliste et rédacteur en chef de l'Indépendant. Et après Lazare Escarguel, quand Jules Escarguel meurt en 1930, c'est notre Brousse qui prend la rédaction en chef de l'Indépendant, Louis Brousse, qui est le frère d'Emmanuel que vous avez ici, dont les deux Brousses sont frères, donc une affaire de famille. Alors cette photo est très intéressante, originale, parce qu'elle est très rare en tout cas. C'est la seule photo à ma connaissance où on voit la grande famille de l'Indépendant réunie au château de l'Esparrou à Canet. Vous connaissez le château de l'Esparrou. Et là, on trouve toute une série de personnages, d'employés de l'Indépendant. Vous voyez des femmes avec la coiffe catalane, vous voyez des messieurs, il y a des ouvriers, il y a des employés de l'administration, et il y a également les responsables. Et parmi les responsables, vous avez ici le grand, c'est Jules Escarguel, en gros 2 mètres à la toise, avec près de 110 kilos, donc un personnage, un colosse. On le voit toujours de très loin. Vous avez ici, plus petit, vous avez Emmanuel Brousse, qu'on vient de voir il y a un instant. Et là, vous avez des enfants. Là, c'est un fils Brousse. Là, c'est un fils Brousse. Et là, c'est un fils Brousse. Celui-ci, c'est Charles, qui sera appelé plus tard Charles-Emmanuel, qui est né en 1891. Celui-ci, c'est Jean, qui est né en 1900. Et celui-ci, c'est Emmanuel, qui est né en 1904, me semble-t-il. Et il en manque un, puisque dans 1904, non, puisque ça, c'est une photo qui est prise en 1904, donc il est né en 1900. Le plus jeune est né en 1900. Et il en manque un, c'est Georges, qui était le directeur de l'Indépendant en 1944, qui est mort en déportation, mais à cette époque, il n'était pas né, puisqu'il est né en 1909. Et là, nous sommes en 1904. Donc vous voyez toute une série de personnages. Et parmi ces personnages, puisqu'il y a son arrière-petit-fils ici, vous avez Horace Chauvet, Monsieur Blanc. Voilà. Donc il y a Horace Chauvet qui est ici, et d'autres personnalités. Donc cette photo est assez remarquable, parce qu'encore une fois, elle permet d'avoir une idée d'ensemble des personnes, hommes et femmes, qui ont contribué à faire l'indépendance. Bien, donc l'enracinement, à partir de 1894 jusqu'à 1930, l'Indépendant est un journal qui est bien enraciné dans le département. Lancé en 1846, relancé en 1868, journal républicain modéré de centre-droit. En 1901, quand le Parti radical voit le jour, il y a simultanément un mouvement qui se crée, qui s'appelle l'Alliance républicaine démocratique,
plus tard on l'appellera l'Alliance démocratique, qui est un mouvement encore qui deviendra un peu plus tard, vers 1911 me semble-t-il, un vrai parti constitué comme dès 1901, le Parti radical. Premier parti constitué en France, c'est le Parti radical. Le deuxième parti, c'est l'Alliance démocratique. 1911, en gros, 10 ans après. Donc pour l'instant, ce n'est pas un parti. Donc c'est un journal donc, qui est modéré, au départ républicain radical au début, d'extrême gauche dans les années 1846-48, d'extrême gauche de l'époque. Ensuite, il devient républicain laïque et radical en 1868 jusqu'en 1880 en gros. Ensuite, ça devient un journal beaucoup plus modéré. Il est toujours républicain, laïque, républicain, mais il met de l'eau dans son vin et ça devient un journal plutôt de centre-gauche. C'est pour cela que ses leaders, notamment Emmanuel Brousse, lorsqu'il devient député en 1906, c'est un député proche de l'Alliance démocratique, dont je viens de vous parler, qui était dans un parti de centre-gauche. Et donc, plus tard, petit à petit, le journal glissera un peu à droite et deviendra, dans les années 30, avant la Seconde Guerre mondiale, un journal de centre-droit, toujours républicain. Voilà, pour vous le situer, si vous voulez, politiquement parlant. Après, donc, dans les années 50-60, c'est un journal d'information. Donc, il ne prend pas véritablement parti. En tout cas, il ne représente pas un parti. Alors qu'ici, en tout cas à partir de 1800, la fin du 19e et surtout le début du 20e siècle, 1900-1911, il représentait un parti. Alors, de la presse à bras à la rotative, le premier indépendant a été imprimé sur une presse comme celle-ci. Une presse, vous l'avez ici, Stanhope, une presse donc métallique. Et on mettait, c'était feuille par feuille, on mettait une feuille, donc on avait les typographes se mettaient donc devant leur casse, remplissaient donc le composteur. Le composteur, une fois qu'il était rempli, il le remettait sur ce qu'on appelle la galée, donc c'est-à-dire une table en bois ou métallique. Ensuite, c'était enserré par une forme, fait par une sorte de ceinture métallique pour que ça tienne bien. C'était posé donc sur la table, là, qui est ici, là. Et on mettait une feuille de papier sous le tympan. Le tympan, c'est ceci. Vous voyez, ça se lève là. Vous comprenez que là, on peut mettre une feuille. On met la feuille dessous, on le bloque. On rabat le tympan sur le marbre. Et vous voyez la presse avec un contrepoids. On l'avance, ou plutôt non, on fait glisser le marbre. Et avec un système de levier, la presse donc imprime le papier. Vous voyez ? Alors c'est feuille par feuille, recto, verso, hein. C'est pour ça qu'au départ il y avait 4 feuilles. C'est peut-être pour ça que plus tard on a dit indépendant, 4 pages, il n'y a rien dedans. C'était une bêtise, vous le savez. Voilà. Donc 4 pages à l'époque, et puis plus tard, progressivement, dans les années donc 1871, vous voyez l'achat de la première presse mécanique Marinoni. Il y en a eu plusieurs qui ont été achetées. Puis au début des années 20, c'est les linotypes. À ce moment-là, on n'est plus devant la casse en train de monter manuellement la page. Là, on est assis devant une linotype et 4 hommes. Le travail que fait un linotypiste équivaut au travail de 4 typographes. Vous vous rendez compte donc le progrès. On avance beaucoup plus vite, bien entendu. Donc vous avez cette presse, cette linotype donc, qui étaient ces linotypes qui sont installés dans les années 1920. Et donc, encore une fois, différentes rotatives qui arrivent rue Emmanuel Brousse, c'est-à-dire ex-rue de la préfecture, là où il y avait l'indépendant, vous vous situez, où était l'indépendant à l'époque. Et celle-ci, j'ai mis celle-ci parce qu'elle est intéressante, parce que c'est une rotative en hauteur et très performante, mais pour la rentrée, ils ont dû faire des aménagements très particuliers parce que les rotatives étaient dans le sous-sol, au sous-sol. Donc il fallait la descendre, dans la cave, si vous voulez. Et donc, ils ont fait une rotative, la maison Marinoni a fabriqué une rotative donc, sur mesure pour l'indépendant. Vous avez des questions à poser, c'est bon ? Bien. Alors, c'est toujours une affaire de famille, mais là, la famille est sans racines. Hein. Déjà, on a compris depuis quelque temps, c'est toujours les mêmes familles qui reviennent. Il y a des actionnaires, mais en fait, les leaders sont représentés par les familles Escarguel et Brousse. Et là, donc, la famille
l'histoire se perpétue. Et vous voyez, tout à l'heure, il y avait les gamins qui étaient assis. Celui-ci, c'était le grand qui était assis au sol, par terre. Je vous ai dit, c'est Charles qui deviendra Charles-Emmanuel. Bon, là, vous le voyez donc adulte. Hein. Et Georges, qui n'était pas né, puisqu'il est né en 1909, hein, je ne dis pas de bêtises, en 1908. C'est donc la photo que vous avez vue à l'Esparou, c'était 4 ans auparavant. Il n'est pas né. Donc là, on le voit, dont l'un a été éditorialiste, Charles-Emmanuel, de l'Indépendant dans les années 30, 40, avant-guerre, si vous voulez. Et lui a été donc rédacteur en chef de l'Indépendant à la mort de Louis Brousse, que je vous ai présenté précédemment. Hein. Vous avez vu Louis Brousse, vous vous souvenez, un monsieur avec une moustache. Quand Louis décède, c'est son neveu, fils d'Emmanuel, qui devient directeur de l'Indépendant jusqu'en 1944. Voilà. Et au milieu, ça c'est intéressant, vous avez le même, celui-ci, c'est dans les années 50 au château de Castelnou. Je vous raconterai un petit peu son histoire très rapidement tout à l'heure. Et il a acheté le château de Castelnou où il habitait, c'était sa maison. Et la dame qui est à côté de lui, c'est son épouse, qui est une épouse, son épouse était américaine. Mais je vous en parlerai aussi dans un moment tout à l'heure. Voilà. Ça, c'est une photo tout à fait intéressante parce qu'elle a été prise rue Emmanuel Brousse, au premier étage, donc les locaux de l'Indépendant jusqu'en 1986, et c'est au moment des élections législatives de 1936. C'est au moment où le Front populaire accède au pouvoir. Et là, donc, vous avez toute une série de... Excusez-moi, je vais trop vite. Vous avez une série de personnes tout à fait intéressantes. Là, vous avez Georges Brousse, que je vous ai présenté précédemment, directeur, rédacteur en chef. À côté de lui, vous avez Charles-Emmanuel, éditorialiste. Ici, vous avez une femme, c'est très rare, une femme journaliste dans ces années-là, très très rare. Il n'y en avait pas beaucoup, tout à l'heure je vous donnerai un chiffre. Vraiment, il y en avait très très peu. C'était Angélique Villasec, voilà, qui est devenue plus tard patronne, chef de la locale de Perpignan, encore plus rare. Ici, vous avez Louis Walter, qui était le premier secrétaire de rédaction, avec sa visière. Là, vous avez Théophile Duré, dit Théo Duré, qui s'occupait de la locale de Perpignan. Là, vous avez François Francis, qui lui était reporter et qui a couvert à plusieurs reprises la guerre d'Espagne. Et là, vous avez des boulistes, des coursiers, dont les noms m'échappent. Voilà, Monsieur Puitch et Plana, c'est écrit ici. Ce qui est intéressant aussi, c'est les bustes. Là, vous avez un buste de Jules Escarguel. Vous voyez la barbe fleurie. Là, vous avez un buste de Paul Massotte, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et là, je ne sais pas, c'est de là, je ne sais pas qui c'est, je n'ai pas réussi à les identifier. Mais toujours est-il que ça se passe, ce dépouillement préparatoire à l'article qui annoncera la victoire du Front populaire, ça se passe dans rue Emmanuel Brousse, au premier étage. On fait un grand pas, une grande jambée dans le temps, et là, on arrive à la Seconde Guerre mondiale. Je n'ai pas souhaité parler de la guerre de 14 parce que ça aurait fait trop long. Je ne sais pas combien de temps vous me donnez, mais déjà, ce sera long comme ça. J'ai réduit, j'ai enlevé tout ce qui concerne la 14-18, mais j'ai maintenu la drôle de guerre et puis la Seconde Guerre mondiale avec l'occupation parce que, enfin, vous verrez pourquoi dans un instant. Donc ça, c'est le premier papier de Georges Brousse. Nous partons... Mince, je me trompe de ton... nous partons, nous vaincrons. Bon, non, ça n'a pas été aussi simple que ça, vous le savez. En tout cas, c'est le premier numéro qui annonce, de l'Indépendant qui annonce la mobilisation générale. Donc l'Indépendant paraît entre 1940 et 1944, comme la majorité de la presse de province et la presse, je dirais, nationale. La presse parisienne, elle, a quitté Paris, puisque les Allemands sont arrivés rapidement, en juillet 1940, dont les journaux parisiens se sont repliés en province, qui à Tours, qui à Toulouse, qui à Bordeaux, qui à Lyon, etc. Et ont continué donc à paraître en zone libre jusqu'à novembre 1942,
quelques-uns sont restés à Paris, mais très très peu. Il y avait La Victoire qui reste à Paris, et puis le journal comme Je suis partout, mais lui, c'était pas un problème puisqu'il était favorable aux Allemands et puis aux nazis, donc ça n'embêtait pas de rester à Paris. Et en province, la plupart des journaux continuaient de paraître parce que, bon, ben, il faut informer les Français, mais également il faut, pour les typographes, journalistes, etc., continuer à vivre, puisque c'était leur métier, hein, la presse, mais aussi il faut donner des informations sur la vie quotidienne, et quelquefois des informations beaucoup plus engagées, beaucoup plus directes, comme cet article de Georges Brousse, Liberté, liberté chérie, qui est sorti le 17 septembre 1942. Vous voyez, la censure l'a laissé échapper. Pourtant, c'est un article qui fait grand bruit, qui est très engagé. Et j'ai récupéré et retrouvé dans les archives de l'Indépendant le journal personnel, enfin une partie du journal de Georges Brousse, qui est expurgé. Mais il y avait des passages tout à fait intéressants. Et parmi ces passages, il y avait quelques lignes relatives à cet article. Et Georges Brousse écrit, ouvrez les guillemets, succès triomphal, lettres, coups de téléphone, gens qui m'arrêtent dans la rue, etc. Donc il était très content. L'article a été très bien reçu, mais tout le monde n'a pas bien reçu. Bien évidemment, le gouvernement de Vichy n'a pas bien reçu, la préfecture n'a pas bien reçu, et les Allemands, moins encore, puisqu'il faut dire que les Allemands n'étaient pas encore là, ils arrivent en novembre 1942, mais la censure régionale de Montpellier et la censure de Perpignan, le TANS, le journal, et donc il est suspendu le 24, 25 et 26 septembre 1942. Il ne paraît pas, c'était une mesure de rétorsion. Alors, hop, je me trompe pardon. Donc, on continue, mais là, je vais ralentir un peu. Donc, l'Indépendant paraît pendant la guerre. Alors bon, on va dire que c'est un journal qui a... on va pas dire que c'est un journal collaborationniste, non. C'est sûr que c'est un journal qui paraît pendant la guerre. C'est un journal, évidemment, qui publie des informations relatives à ce qui se passe dans les départements, surtout à partir de l'arrivée des Allemands en novembre 1942. Bien sûr, il y a la milice, bien sûr, il y a les services d'ordre légionnaire, bien sûr, il y a des services policiers comme la Gestapo, etc., dont l'Indépendant fait son travail d'information, mais sous le joug de l'occupant et du gouvernement de Vichy. Donc ce n'est pas un journal libre, bien entendu. Mais encore une fois, de temps en temps, comme vous l'avez vu, il y a des informations qui passent. Le directeur de l'Indépendant, Georges Brousse, lui-même fait de la résistance, mais c'est une résistance qui est une résistance, moi que je qualifie passive, mais quand même dangereuse. Il n'a pas pris les armes, mais bon, il a contribué à faire passer des aviateurs anglais en Espagne, avec son chauffeur à l'époque qui s'appelait Antoine Calavera. Il a contribué à faire passer, bien évidemment, aussi des Juifs. Donc ça lui a été reconnu beaucoup plus tard, dans les années 50, lors des procès de l'Indépendant. Donc vous voyez, au niveau de la direction et des journalistes, on s'impliquait comme on pouvait. Et au niveau des rédacteurs, des typographes, on faisait aussi une résistance passive. Par exemple, quand il s'agissait de publier un communiqué de la commandanture de Perpignan, il se débrouillait, lorsqu'il mettait en page le journal, de mélanger les lettres, donc il caviardait, si vous voulez, le papier en question, de telle sorte qu'il était complètement incompréhensible. Hein, voilà. Donc c'est du sabotage. D'autres fois, il faisait tomber involontairement, prétendument involontairement, les casses qui étaient quasiment terminées par terre. Alors le temps de récupérer les caractères, de remettre tout ça en place, c'était un peu compliqué, c'était un peu long. Donc les papiers ne passaient pas. Ou d'autres fois, les papiers se perdaient. Donc c'est une résistance. Bien sûr, ce n'est pas une résistance armée, ce n'est pas une résistance avec une arme au poing, mais c'est une résistance qui aussi pouvait coûter une arrestation et même la vie. C'est arrivé d'ailleurs des personnes qui se faisaient prendre, rédacteurs, typographes et responsables du journal. Voilà. Donc le journal paraît, c'est vrai, mais il faut nuancer, il ne faut pas non plus être catégorique en disant c'est un journal qui paraît pendant la guerre, donc c'est un journal collaborationniste. Non, moi je nuance, c'est plus compliqué que ça. Rien n'est noir, rien n'est blanc, plutôt souvent les choses sont grises, vous le savez.
Quoi qu'il en soit, à la Libération, ce que je viens de vous dire, évidemment, n'est pas accepté très facilement, mais il faut contextualiser, il faut se mettre à l'époque, il faut se mettre dans le contexte. Le Parti socialiste et le Parti communiste, évidemment, ce que je vous dis, à cette époque-là, bon, ils n'entendent pas parler. Pour eux, c'est un journal qui a trahi, c'est le journal de la trahison, dont l'Indépendant ne devait pas reparaître en 1950, après-guerre. Car l'Indépendant était interdit le 19 août 1944. C'est le jour où les Allemands s'en vont. L'Indépendant, immédiatement, est interdit, puisque c'est la résistance, les murs, les mouvements unis de résistance dirigés par Camille Fourquet, qui prennent donc le pouvoir à Perpignan, qui s'installent donc à la préfecture avec le préfet Latcha, qui était préfet, quand même sous-préfet sous le gouvernement de Vichy. Ceci étant, c'est pas parce qu'on est sous-préfet sous le gouvernement de Vichy qu'on ne fait pas de la résistance. Il en a fait aussi, et la preuve en est qu'après-guerre, il est devenu, non pas sous-préfet, mais préfet du département. Donc, d'un côté, Latcha, de l'autre côté, des gens comme Camille Fourquet, comme le commandant Quérol, etc. Toutes ces personnes, donc, qui constituent une résistance active dès 1942 et même avant pour certains, et de plus en plus en 1943 et 1944, ces gens-là prennent le pouvoir et donc prennent donc le pouvoir à l'indépendant. Prendre le pouvoir indépendant, ça veut dire qu'on l'interdit et on met à sa place notre journal, vous en avez entendu parler, qui s'appelle le Républicain du Midi. Républicain du Midi, qui au départ était le journal des mouvements unis de résistance et qui, plus tard, deviendra un journal légèrement socialisant quand Louis Noguer, je pense que vous avez entendu parler aussi de Louis Noguer, a eu tendance à souhaiter récupérer l'Indépendant pour en faire son journal, parce que c'était un député avant-guerre, il a été député après-guerre, mais c'est mieux de disposer d'un journal pour être député que de ne pas en avoir. Je vous renvoie à ce que je disais tout à l'heure par rapport à François Arago. François Arago, pour être élu, il s'est servi d'un journal déjà en 1846, et bien là, à plus forte raison. Voilà. Donc, l'opposition socialo-communiste ne souhaite pas que l'Indépendant reparaisse. C'était le journal de la trahison. Et c'était très, très violent. Il y a même eu un petit auto-da-fé devant la Banque de France. Il y avait à l'époque un kiosque à journaux. Et le matin, puisque le journal reparaît le 18 avril 1950, le journal reparaît et le 18, le 19 ou le 20, je ne me souviens plus, on jette des ballots, enfin des ballots, les personnes qui transportent le journal jettent des ballots devant le kiosque pour que les kiosquiers puissent les installer, ces exemplaires. Mais bon, ils ont été cramés, brûlés sur place. Donc il a fallu quand même 6 années, de 1944 à 1950, avec plusieurs procès, jugements, pour que l'Indépendant puisse reparaître. Pourquoi il reparaît? Il reparaît pour au moins 3 raisons. La première, c'est parce que c'est un journal qui a vu son directeur, Georges Brousse, vous l'avez vu tout à l'heure, disparaître en 1944, même 1945. Il disparaît en 1945, il a été arrêté, déporté, mort en déportation. Donc c'est un martyr, si vous voulez, de la résistance. Donc c'est la première raison pour laquelle il reparaît. La deuxième raison, c'est que son frère aîné, que vous avez vu tout à l'heure, qui s'appelle Charles, et donc il s'est fait appeler Charles-Emmanuel, ou encore Auditus, son nom de plume, était parti en 1940 à Washington comme représentant, plutôt comme attaché de presse de l'ambassade de Vichy à Washington. Donc il était là-bas, donc c'était quelqu'un comme l'Indépendant, qui était un journal, qui était quelqu'un qui était, quelqu'un qui était proche du gouvernement, qui était vichiste, pétainiste. Il faut dire que l'Indépendant, au début, en 1939-40, c'est un journal qui est favorable à Pétain. Très favorable à Pétain. Ouais. Tous les journaux étaient favorables à Pétain. Après, bon, il est devenu un peu plus engagé, pétainiste, puis il est devenu maréchaliste. Donc il soutient le maréchal et la politique du maréchal. Mais très vite, Georges Brousse, en 1941, surtout en 1942, d'où Liberté, Liberté chérie, se rend compte que ça ne se passe pas comme il le faudrait. Ce qu'il souhaitait, ce qu'avait promis Pétain ne correspond pas à ses attentes, à lui, Georges Brousse, ni aux attentes des Français. Et donc il se retire petit à petit de cette politique comment dirais-je, de soutien au gouvernement. Et c'est à ce moment-là donc qu'il bascule, sans vraiment basculer, qu'il faut cette résistance active, qu'il pratique la résistance passive, cette résistance passive dont j'ai parlé il y a un instant. Donc entre 1942 et 1944, il y a cette résistance, si vous voulez.
Et en 1944, Georges Brousse se pose la question, d'ailleurs, est-ce qu'on ne doit pas cesser la parution de l'Indépendant? Est-ce qu'on ne doit pas l'arrêter? Il se concerte avec notamment les gens de la Dépêche de Toulouse et les gens du petit journal radical et les gens du petit Méridional de Montpellier, qui était aussi un journal radical. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête ou on n'arrête pas, on continue ou on ne continue pas? Et ils décident donc finalement de poursuivre la publication de l'Indépendant, du Petit Méridional et de la Dépêche, parce qu'ils savent très bien que s'ils arrêtent, les Allemands prendront le journal ainsi que la milice, le gouvernement de Vichy, donc ce sera pire. Là, ils contrôlent, alors que s'ils ne sont pas là, ils ne contrôleront pas. D'autre part, ben, il y a besoin de sous, parce qu'il faut continuer à vivre. D'autre part, il y a beaucoup, la majorité, beaucoup d'hommes sont partis à la guerre et sont à ce moment-là prisonniers, mais il y a des familles, des épouses, des enfants. Donc c'est une façon aussi de maintenir l'existence du journal pour ces personnes-là. Et puis il faut quand même donner un certain nombre d'informations pratiques. Donc ils décident pour ces raisons-là et d'autres encore, mais on n'a pas le temps d'approfondir. Je vous renvoie au livre si ça vous intéresse pour aller plus loin. Ces journaux-là, dont l'Indépendant, ne disparaissent pas. Voilà. Donc 44... 50 des procès, et donc 50, finalement, l'Indépendant reparaît aux grandes dames, je le répète, de l'opposition. Ça, c'est le 18 avril 50, je vous l'ai dit il y a un instant, c'est le premier numéro de l'Indépendant. Vous voyez donc Georges Brousse qui est ici, donc il est mort en déportation. Là, il y a un article de Paul Chichet, que peut-être certains d'entre vous ont connu, ou en tout cas ça, qui était Paul Chichet, qui est décédé il y a une quinzaine d'années, qui était donc le nouveau directeur de l'Indépendant. C'était le petit-fils, pas le petit-fils, le petit-neveu d'Escarguet, dont la même famille toujours. Et vous avez donc effectivement ici à droite Monsieur Chichet, dont le prénom m'échappe maintenant, le père de Paul Chichet. Donc c'était les représentants, si vous voulez, de l'Indépendant. Et là, j'ai souligné ceci, cet article de Sang et d'Or, qui est signé par quelqu'un que vous connaissez, qui signait ces articles, Bernard Orsan. Orsan égale Sang et Or, vous voyez, donc c'est un pseudo, c'est pas son nom, mais vous voyez pas qui ça peut être? Non. Arthur Comte. Donc c'était effectivement Arthur Comte. Donc Arthur Comte est arrivé à l'indépendance au moment-là, il n'est pas resté très longtemps, puisqu'il a fait une carrière politique très rapidement, et il a quitté le journal, et même il s'est opposé à un moment donné au journal. Donc Bernard Orsan égale Arthur Comte. Voilà, donc ça c'est le premier article de l'Indépendant après son interdiction. Alors là je me suis amusé, c'est beaucoup plus léger. C'est de 46 à 86, de 1846 à 1986, les lieux de l'Indépendant à Perpignan avaient des couleurs. Vous voyez ici, on voit que l'Indépendant était au 17 rue de la Barre entre 46 et 47, c'est-à-dire ici, rue de la Barre vous situez. Ensuite, en bleu, rue des Trois Journées, ici, hein, vous situez aussi la rue des Trois Journées. Là, il y a la place Rigaud, hein, je ne dis pas de bêtises. Ensuite, vous avez la rue de l'Argenterie. Je cherche. La rue de l'Argenterie, c'est donc la rue de l'Argenterie en bas, pardon. Ouais, merci. Hein. Vous avez la rue de l'Argenterie ici, bon, vous situez. D'accord. Ensuite, Fabrique d'Annabot. Donc, c'est où ça? Bon, c'est pas, je ne sais plus. Bon, c'est par là. Et après, on arrive à la rue d'Espira, c'est-à-dire derrière l'Indépendant, enfin l'Indépendant actuel, l'Indépendant du centre-ville, que vous connaissiez. La rue de la Préfecture, qui était la rue Emmanuel Brousse, vous situez également. Et ensuite, la rue de l'Ange. Alors tout ça, dans la loge, voilà, c'est tout ça, l'Indépendant est là. Et le journal a acheté un bâtiment, c'est-à-dire celui-ci, et il s'est agrandi au fur et à mesure. Le pâté de maison, à la fin, dans les années, donc, quand il a quitté 86, est entièrement occupé par les locaux de l'Indépendant. Voilà. Alors, un journal rend son pays, de 50 à 86, et dans l'Indépendance, c'est les années les plus fastes du journal indépendant. Là, c'est un journal qui est bien assis, qui est bien installé, un journal qui est riche, un journal qui a des moyens, et donc il est dirigé par... il est dirigé par Paul Chichet qui est ici, directeur de 50 à 86,
Il y a un directeur délégué qui représente la famille Brousse, c'est-à-dire le fils de Georges Brousse déporté, qui s'appelle également Georges, qui est directeur délégué de 56 également à 86. Et là, vous avez une photo, le lancement de l'Indépendant en 1950, le 18 avril 1950, qui à cette époque-là ne s'appelait pas l'Indépendant des Pyrénées-Orientales, ni le journal Indépendant, mais l'Indépendant du matin pendant très peu de temps. Vous avez à côté de Paul Chiché qui est au milieu, vous avez à côté de lui Angélique Villassec, qu'on a vu tout à l'heure, qui était chef de la locale ici. Et là, je pense que c'est Charles Suzanne, mais je n'ai pas de certitude, qui était dont le beau-père de Georges Brousse décédé en déportation, dont le père de l'épouse de Georges Brousse. Et dont le grand-père de Georges Brousse qui est sur l'écran. Toujours des personnages de l'Indépendant, dont Horace Chauvet, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était donc journaliste, écrivain, conseiller municipal, conseiller général, donc qui était un homme politique. Vous avez lu peut-être ses livres qu'on trouve à la bibliothèque, hein, ici même, à la médiathèque. Et puis vous avez quelqu'un aussi qui est très connu, qui a été connu plutôt sous le nom de Jordi Barre, qui s'appelle donc Georges Barre. Qui s'appelle Georges Barre, qui était notre troubadour local pendant un demi-siècle, que vous avez ici alors qu'il était très jeune, puisqu'il a commencé apprenti typo dès 1933, et il a terminé chef de l'atelier. C'est lui qui a mis en place donc, la composition chaude, c'est-à-dire la photogravure indépendante. Voilà, donc il a fait toute sa carrière. Alors là, je reviens sur Angélique Villassec. J'insiste un peu parce que c'est une femme, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes dans la presse, moins encore à l'Indépendant, puisqu'elle était seule pendant très très longtemps. Et je pense que la deuxième femme qui est arrivée à l'Indépendant, ça devait être dans les années 70-75, alors qu'elle y était depuis l'avant-guerre. Hein, vous voyez. Et ce qui est intéressant, c'est de voir ici, j'ai mis quelques chiffres là, dans les années 30. Donc, je lis ici c'est les années 59, elle est d'abord institutrice à Sorgna, elle intègre l'Indépendant 23 comme correctrice, devient la première femme journaliste de l'Indépendant fin 20, début 30. Elle est devenue aussi, je vous l'ai dit, responsable de la locale de Perpignan, c'est-à-dire un poste à responsabilité. Et il faut savoir qu'en 1938, les femmes ne représentaient que 3,5% des 5000 journalistes encartés. En 2017, 49, dont 50% des titulaires de la carte de presse étaient des femmes. Donc évidemment et heureusement, il y a eu une grande évolution. Il y a beaucoup de femmes, et plus de la moitié des journalistes aujourd'hui, maintenant, sont des femmes. Et ça, donc, c'est des chiffres, des indications statistiques qui s'appuient donc sur la carte de presse, puisque avant 1935, il n'y avait pas deux cartes de presse. Maintenant, un journaliste a une carte de presse qui est l'équivalent de la carte d'identité. À l'époque, il n'y en avait pas, c'était des cartes qui étaient faites, des cartes maison, qui étaient faites par le journal. Dont l'Indépendant avait ces cartes qu'il donnait à ses journalistes, comme maintenant il donne des cartes de presse, entre guillemets, à ses correspondants, qui ne sont pas des cartes de presse, mais des cartes de correspondants. Donc ces cartes qui n'ont aucune valeur officielle, mais qui permettent donc de franchir les barrages. C'est des coupe-fils. Voilà. D'autres figures de l'Indépendant, Henri Trinchet, que vous voyez ici à gauche, qui est arrivé à l'Indépendant très très jeune. Vous le voyez au milieu, avec quelqu'un que vous connaissez, là, hein, bravo. Et donc là, c'est Henri Trinchet, et là, Henri Trinchet beaucoup plus jeune, et là, c'est Arthur Comte. Bon, Arthur Comte, je ne vais pas m'appesantir sur son cas, vous le connaissez, sa carrière brillante, vous la connaissez, vous avez lu ses livres, vous savez qu'il a été PDG de l'ORTF en 1974, ça n'a pas duré longtemps, mais il a été, et ça a été le dernier. Mais Henri Trinchet, c'est intéressant parce que son père était correspondant de l'Indépendant à Amélie-les-Bains. Et quand il était adolescent, jeune adulte, il suivait son père, ensuite il remplaçait petit à petit son père, puis la guerre est arrivée. Mais avant la guerre, il y a eu la GAD de 40, et comme son père était des fois fatigué, c'est lui qui faisait les papiers sur la GAD de 40, et qui le faisait parvenir depuis Amélie à l'Indépendant à Perpignan. Donc il a pris goût à ce métier, il y a eu la guerre, il est prisonnier, revient, et après-guerre, donc, il intègre non pas l'Indépendant, mais le Républicain du Midi, puisque l'Indépendant n'existe plus. Et une fois que l'Indépendant repart en 1950, eh bien, il bascule du Républicain du Midi, qui disparaît, à l'Indépendant, et il devient, donc il était déjà, représentant du Républicain du Midi, et donc de l'Indépendant à partir de 1950, à Paris. Voilà. Donc c'était le correspondant parisien de l'Indépendant, puis il a une belle carrière, puisqu'il a été rédacteur, directeur
rédacteur en chef d'un certain nombre de journaux, chef de service politique, alors je vais vite, Paris Match, Le Monde, Les Échos, etc., correspondant de plusieurs titres de province, outre l'Indépendant par exemple, l'Écho républicain de Chartres. Bon, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui publie beaucoup et qui a eu de grandes responsabilités. Et un monsieur remarquable, hein, très, très, très sympathique. Voilà, donc pour les figures de l'indépendant, avec les figures de l'indépendant, on termine le premier temps, le temps 1, le temps le plus long, le temps peut-être le plus intéressant pour vous parce que c'est le moins connu. C'est l'histoire et même la préhistoire du journal. Je m'arrête 2 secondes. Vous avez des questions à me poser sur cette première partie? Non. C'était quoi le tirage moyen? Le tirage moyen à quelle période? Bon, par exemple, quand l'indépendant est créé, en 1846, c'est 100-150 exemplaires. Il faut savoir que à cette époque-là, bon, il n'y avait pas de route. Hein. Pour aller en Cerdagne et à Prades, c'était compliqué, mais au-delà, c'était à dos de mulet. Je veux dire, jusqu'à Prades, il y avait une diligence, et au-delà, il n'y avait plus de route. Ce n'était pas carrossable. Donc, c'était très difficile. Donc, le journal était vendu plutôt dans la plaine du Roussillon. On le trouvait difficilement en Cap-Cyr, en Val-Espire, en Cerdagne, et puis il fallait un temps immémorial pour monter. Donc c'était un tri-hebdomadaire, je ne l'ai pas dit à l'époque, un tri-hebdomadaire, ce n'est pas un quotidien. L'Indépendant est devenu quotidien dans les années 1860, 74, 75, 76. Hein. Il y a encore le dimanche, il ne paraissait pas. D'accord. Donc jusqu'à ce moment-là, cette période-là, c'était un hebdo ou un tri-hebdo, ou un bi-hebdo. 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. Donc le quotidien est venu plus tard. Donc ça, c'est au tout début. Mais dans les années 30, et avant la guerre, c'est un journal qui tirait jusqu'à 36 000 exemplaires. Donc 36 000 exemplaires, c'est quand même pas mal, hein, c'était beaucoup. Il faisait partie des grands quotidiens de province. En tout cas, des grands moyens, hein, les moyens grands, si vous voulez, quotidiens de province. La Dépêche, bien sûr, tirait beaucoup plus. C'était déjà une centaine de milliers d'exemplaires. Le Petit Méridional de Montpellier tirait autour de 80 000 ou 90 000. L'Éclair de Montpellier, qui était un journal royaliste, tirait un peu moins. 36 000, 40 000 dans la période 30-40. C'est très bien. Après, évidemment, pendant la guerre, il y a une décrue, c'est normal. Hein, il y a une pénurie de papier, des problèmes d'encre, problèmes d'information, dont le journal n'était pas présenté sur le même format, c'est-à-dire le grand format que vous avez connu avant, les formats actuels, hein, qui sont beaucoup plus petits, tableau guide et dits formats italiens, mais c'était les grands formats des journaux hein, de vos parents. Mais bon, il n'y avait pas de papier, donc c'était pendant la guerre des demi-formats, hein, et même des demi de demi. Donc c'était des ersatz de journaux. Vous voyez donc la différence. Je vous parlerai tout à l'heure des tirages aujourd'hui, mais vous aurez un diagramme qui vous permettra de voir justement l'évolution des tirages de l'origine, 1846, jusqu'à gros maintenant. Une question aussi. Il était mentionné l'édition Costa Brava. Oui. Il y a une édition Costa Brava oui. qui existait, je suis surpris. Oui, alors l'édition Costa Brava, c'est une édition qui a été créée dans les années 60, début 60, jusqu'au début 70. C'était une édition estivale, exclusivement estivale. Elle était éditée l'été, en gros juillet-août, hein, fin juin, juillet-août, début septembre, en gros 2 mois et demi. Mais c'était une édition donc qui n'était pas une édition classique. C'était à destination des touristes français qui se trouvaient en Espagne, voire étrangers, qui lisaient le français. Donc c'est un moyen vous allez imaginer, vous pouvez supposer de faire des sous, de gagner de l'argent. En fait, ça a été un puissant fond parce que ça a coûté très très cher. Et c'est Georges Brousse, fils, vous l'avez vu tout à l'heure, qui a été l'instigateur, l'initiateur de l'édition de la Costa Brava. C'était en gros son bébé, c'est lui donc qui gérait ça. Et il y avait des désaccords depuis... Dès 1950, il y a eu des désaccords entre les deux directeurs. Le grand directeur, le vrai directeur, c'était Paul Chichier. Georges Brousse dirigeait aussi, mais assez peu. C'est Paul Chichier qui tirait donc les ficelles, qui était le patron. Il y avait des accords entre eux. Et d'une certaine manière, c'était une façon de faire plaisir ou d'être tranquille à un moment donné de l'année, l'été, avec Georges Brousse fils. Comme ça. Quelle était la ligne éditoriale? Il n'y avait pas de ligne. La ligne éditoriale, c'était le tourisme et les vacances.
l'information, le farniente, Tauropiscine, les Manitas de Plata, Dali, etc. On a de très très belles photos à l'Indépendant qui ont été prises par les photographes de l'époque, parce qu'il y avait une agence, il y avait des journalistes qui étaient dépêchés en Espagne, de Perpignan, et qui s'installaient à demeure, enfin pendant 2 mois. Il y avait un appartement ou 2 appartements, et il y avait 3 ou 4 journalistes, il y avait des correspondants espagnols, locaux, catalans, il y avait des gens d'ici qui allaient, et tous les jours, ils donnaient de la copie, mais c'était encore une fois une copie vacances, donc il n'y avait pas de ligne éditoriale. Alors ce qu'il faut dire, je vois où vous voulez en venir, à cette époque-là, enfin je suppose, à cette époque-là, l'Espagne c'était Franco. Donc, c'est sûr que Franco a laissé faire, le gouvernement espagnol a laissé faire, parce que ce n'est pas une édition politique, c'était une édition de vacances, voilà. Donc ils ont laissé faire. On peut dire quand même, ça c'est une réalité, c'est le seul journal français qui a été édité en Espagne dans les années franquistes, sous les années de Franco. Alors je ne sais pas s'il faut le mettre en avant, je ne sais pas s'il faut s'en gargariser, mais enfin c'est une constatation. C'est le seul journal français édité en Espagne, mais c'est vrai, il ne faisait pas de vagues, il ne faisait pas de bruit. Mais ce n'est pas ce que demandaient les lecteurs de ce journal, de cet indépendant de la Costa Brava. Je pense que j'ai répondu. Oui, merci. C'était uniquement en français ou c'est en espagnol? Non, français. C'était destiné au public français. Ou francophone. Oui. Non, à quel moment les infos locales ont pris le pas sur, on va dire, les infos nationales? Alors ça, je vous répondrai après, parce qu'on va continuer. Ouais, on va continuer. Oui, mais je vais y venir. C'était un intermède, c'était une petite... On a quand même le sentiment qu'à un moment donné, la ligne éditoriale, on la perdait. Oui, Complètement. Par rapport à ce qu'était le journal à l'origine. Qui a été créé. Oui, bien sûr. C'est quand même... Oui, mais je vous répondrai, j'ai lu de pas, je vous répondrai tout à l'heure. C'est pour avancer un peu, si vous voulez. Parce que si on s'appesantit là-dessus, on est ici jusqu'à 9h. Voilà. Donc on arrête et on reprend les questions tout à l'heure, s'il vous plaît. Donc on continue. Deuxième temps, s'il vous plaît. Donc, anniversaire temps 2, donc 1er janvier 1971. Donc, je vous ai dit que c'était des périodes qui étaient scandées par des anniversaires, vous l'avez lu tout à l'heure. Donc ça, c'est le premier anniversaire fêté de l'indépendance, c'est ses 125 ans, en 1971. À ma connaissance, je n'ai rien trouvé dans le journal, je n'ai pas trouvé d'informations de temps fort pour les anniversaires antérieurs. On peut faire quelque chose pour les 100 ans, les 85 ans, les 50 ans, etc. Donc, voilà. Le premier, c'est 1971 et 125 ans. Donc vous voyez, en haut, il y a la manchette ici, avec en 125 ans, notre image a changé, mais etc. Les vœux que nous vous présentons aujourd'hui sont toujours aussi sincères. Voilà. Et on va plus loin. Ça, c'est la 4e page. Pardon, la 4e. La 4e page, c'était en 1846. Là, c'est la dernière page, mais pas la 4e. C'est peut-être la 15e, je ne sais pas. En tout cas, c'est la dernière page du journal. Et vous voyez, il y a 3 et 3, 6 et 2, 8 tableautins. Et dans chaque encadré, on raconte, le journaliste qui s'appelait Pierre Sorbès, qui a fait ça, raconte l'histoire de l'indépendant à travers, donc, me semble-t-il, les hommes qui l'ont fait. Donc là, vous avez François Arago. Là, je ne sais plus, je ne vois pas. Vous voyez, vous? Étienne Arago, ici. Donc ça, c'est Étienne Arago, François Arago, Pierre Lefranc, Théodore Guittet, Alzine, la famille Alzine, la doctrine, pour répondre à votre question, madame, la bataille, et je crois qu'il y a marqué la graine qui a été semée et donc qui pousse depuis 1846. Donc c'était l'histoire de l'indépendant en une page et en 8 encadrés, 8 tableautins. Là, vous avez un typo qui était à l'indépendant à l'époque, devant sa casse, vous voyez, avec à la main le composteur, en train de monter une ligne. La date, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que son petit-fils ou arrière-petit-fils travaillait aussi indépendant, comme moi j'étais.
Donc c'est vrai que c'était à l'époque c'était très paternaliste, hein, les entreprises locales et ailleurs, en France, partout, c'était paternaliste. Et on travaillait dans une entreprise de père en fils, ou je dirais de père en fils en fille, en petit-fils, petite-fille. C'était le cas au journal. Voilà, donc l'indépendant Rouen son pays, 50-86, je l'ai dit. Le plan maître des formes, dont la forme, vous l'avez compris, hein, c'est ceci, une forme. C'est là où vous voyez un monsieur qui est en train de travailler. Là, il y a un cerclage carré. C'est un cercle, c'est rond en principe. Bon. C'est comment dire, une ceinture donc métallique qui enserre donc la forme, et c'est ce donc qui sera ensuite imprimé. Là, vous avez des linotypes de ce côté-ci. Je me perds avec. Voilà, là vous avez des linotypes. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, 5 hommes qui travaillaient comme ça à droite, étaient confrontés, si vous voulez, à un linotype au début de la mise en place. Alors ici vous avez donc une rotative offset qui succède à la typographie, à une rotative typographique. Donc vous avez donc en haut une rotative typographique, celle qui est en haut. Celle qui est en haut ici, voilà, vous l'avez là, et là, donc, vous avez l'offset, donc vous voyez les tirages, monsieur, vous avez le nombre de pages, vous avez les couleurs, vous avez le début de la quadrichromie, 35 000 exemplaires à l'heure, noir et blanc, 28 pages. Voilà, donc ça c'était en 76, 70, 76, et ça ira évidemment en s'améliorant. Alors, vous voyez, le 32 est très court. Le 33, c'est un deuxième anniversaire qui est le 1er janvier 1986. L'indépendant fête ses 140 ans. Là, vous avez un flanc. Vous voyez, ceci s'appelle un flanc dans le jargon des typographes, fait de l'imprimerie. C'est un flanc, donc c'est la page, la une de l'indépendant à l'envers, donc qui est saisie sur le plan. Vous voyez que c'est un plan qui est concave ou convexe ici, donc qui est un cylindre, un demi-cylindre, et c'est ce qui est monté sur les rotatives, et donc c'est ce qui permet de sortir, une fois que ça tourne, et que c'est ancré à l'endroit, les pages du journal que vous lisiez quand vous étiez plus jeune. Voilà, donc 140 ans, pourquoi 140 ans et pas 150 ans? Bon, c'est surprenant, on ne fête pas un 140e anniversaire. Mais tout simplement, c'est parce que nous, on était surpris, moi j'étais à l'indépendant depuis peu à cette époque-là, et on a été surpris, tout le monde, tout simplement parce que la direction savait déjà que l'indépendant serait vendu à la fin de l'année, à 1000 livres en l'occurrence, vendu, pas à 1000 livres, en tout cas qui serait vendu. Et donc c'était une façon de la part de Paul Chichet et de Georges Brousse, les directeurs, de rendre hommage à leur journal, au journal de leurs ancêtres, et également aux personnes qui ont travaillé pendant toutes ces années pour l'indépendant, que ce soit donc la direction, l'administration, les journalistes et les ouvriers du livre. Donc il y a eu ce numéro spécial, dont vous voyez une ici, 140 ans et tout dedans. Vous voyez ça par rapport au fameux slogan contre-productif et antipathique. Là, dans les 140 ans et tout dedans. Mais ça s'est tellement bien vendu, ou plutôt ça s'est tellement bien arraché, puisque c'était gratuit, qu'on a fait un deuxième tirage, que vous verrez tout à l'heure, la couverture. Alors à l'intérieur, ce numéro spécial, il y avait ceci, la une classique. Ensuite, au milieu, il y avait ce collector qui retrace l'histoire de l'indépendant, un peu comme on le faisait, ça avait été fait en 1970 avec les 8 tableaux qu'on vient de voir. Là, c'est un peu le même principe qui rappelle l'histoire du journal. Vous voyez ici cette fameuse à colorier carte postale, dessin de Bellus, avec Arago qui interpelle le marchand de journaux. Hein. Voilà. Voilà la deuxième une du numéro spécial indépendant. Une fois que le premier que vous avez vu était terminé, on a fait celui-ci, mais avait le même contenu. Et vous avez ici donc l'éditorial de Paul Chichet à la fin de l'année, le 17 décembre 1986,
qui explique donc que le titre a été vendu au groupe Midi Libre. Alors il y avait une bataille entre le groupe Midi Libre et la Dépêche, ça a été là le Midi Libre qui l'a emporté, et en 2015, c'est la Dépêche qui est devenue propriétaire de l'Indépendant, comme elle aurait souhaité l'être en 1986. Voilà. Ce qui est amusant, c'est qu'ici vous avez Arago père et fils, dont l'Indépendant lancé en 1846 pour Arago, et au moment où le directeur de l'Indépendant de l'époque annonce la vente du journal, là, on annonce, dans le sommaire de l'Indépendant, un téléfilm qui raconte l'histoire d'Arago. Voilà, c'est un drôle de clin d'œil, c'est le hasard. Donc ça c'est plus tard, donc je vous l'ai dit en 86 jusqu'en 2000, c'est le Midi Libre donc, qui est propriétaire de l'Indépendant. On peut dire que bon, le Midi Libre a joué le jeu, a bien soutenu l'Indépendant, a fait ce qu'il convenait de faire, n'a pas utilisé l'Indépendant, et là nous avons la fête des correspondants de l'Indépendant au Lac du Soleil, c'était en 1993, où on voit des responsables du journal ainsi que des correspondants. Là, vous avez le rédacteur en chef, moi-même, je suis ici, et vous avez d'autres journalistes ici, vous avez le rédacteur en chef adjoint, et puis tout le reste, c'est quelques journalistes, comme cette dame ici, mais c'est essentiellement les correspondants indépendants, donc c'est eux qui contribuent tous les jours à faire le journal que vous lisez, en tout cas pour la partie des villages. Le temps 4, encore un anniversaire, c'est en 96, c'est les 150 ans. Alors là, bon, c'était normal, 150 ans. Dans les 140 ans, je vous ai dit pourquoi. Les 150 ans, parce que là, ça s'imposait. Et c'est donc Midi Libre qui a orchestré, organisé tout ça. Et ça a été un moment très fort. Et même Midi Libre, donc, a commandé à son atelier de production cinématographique, en fait de documentaire, un documentaire qui s'intitulait L'Indépendant depuis 150 ans, qui est ici, enfin qui est présenté ici, ça c'est la première page, un documentaire de 13 minutes qui raconte l'histoire du journal jusqu'à cette époque-là. Voilà. Et ça donc c'est la une du journal des 150 ans. Donc, Midi Libre, vous le savez, a installé l'Indépendant à l'extérieur de Perpignan, donc à Rivesaltes, au Mas de la Garrigue. Et donc, vous voyez en haut la superstructure de l'Indépendant en train d'être construite. Donc, c'était ça en 96, quelque chose comme ça, puisqu'il me semble que nous sommes rentrés en septembre-octobre 97. Donc, ça doit être marqué quelque part, 96. Donc voilà, l'Indépendant en construction, l'Indépendant beau bâtiment, et voilà, l'Indépendant au milieu des vignes, avec une superficie complexe qui s'étend sur 9 hectares. C'est très joli, très agréable, mais vous savez, il y a un petit défaut, c'est que ce bâtiment est un bâtiment en hauteur, il a été construit dans un endroit dégagé, qui était très vanté, et quand la tramontane souffle, ça fait du bruit, quoi. C'est pas toujours très agréable. Voilà. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est d'insister sur cette partie-là, sur le dôme. C'est parce qu'Indépendant avait une rotative magnifique, énorme, une cathédrale, donc, et vous la verrez tout à l'heure, c'est une rotative en hauteur, et comme elle est en hauteur, l'architecte a construit donc, ce dôme qui est vu, que vous voyez en arrière. Voilà, donc vous avez la fameuse rotative. Alors là, c'est vraiment une Rolls-Royce, hein, c'est le numéro de l'Indépendant du Sermars 97, et tiré sur la nouvelle rotative, c'est une rotative suisse, une WIFAG, longue de 24 mètres, large de 6,70, haute de 7,80 mètres, 327 tonnes, 70 000 exemplaires, 48 pages, 8 en quadrille, 46 en bichromie. C'était vraiment quelque chose de formidable. Et bon, c'est sur ce type de rotative, la même rotative que l'Indépendant est tiré également actuellement, il est tiré dans Montpellier, hein, sur le même type de rotative. Rotative qui était à Perpignan pour l'Indépendant, il y avait la même à Montpellier pour Midi Libre, et quand le Monde est arrivé, ils ont souhaité, les gens du Monde,
pour distribuer et imprimer le journal Le Monde et d'autres titres dont du groupe Le Monde sur l'arc méditerranéen. Ils ont souhaité que les rotatives de l'Indépendant soient transportées à Montpellier, prolongent les rotatives, les mêmes donc, du Midi Libre à Montpellier, pour qu'il y ait un débit beaucoup plus important, pour une quantité de journaux plus importante. Voilà, donc c'était vraiment ça, une Rolls-Royce. Voilà, donc adieu Perpignan, bonjour Rivesaltes, c'est fait, donc ça c'est la première une quand on dit que le journal est installé, on annonce que le journal est installé à Rivesaltes, et par la même occasion, ça a été le format qui a été refondu, ou plutôt changé, on l'a ici. Le 5 octobre, les lecteurs audois et catalans découvrent un nouveau quotidien d'un format différent, dit berlinois, c'est-à-dire le format du Monde, du journal Le Monde, format plus petit, 470 par 320, plus pratique, on peut le lire plus facilement, le matin, lorsqu'on déjeune, on peut l'étaler, on peut déjeuner, ouvrir le journal. Avec le précédent, c'était un petit peu compliqué. Là, c'est beaucoup plus pratique. Le Monde, donc, arrive. Le Monde arrive en 2000, donc Midi Libre 86-2000, pour des raisons sur lesquelles bon, je ne vais pas insister, parce qu'on n'a pas le temps, je ne sais pas quelle heure est-il. Ouais, c'est quand même, le temps passe, donc je ne peux pas insister là-dessus, mais bon, Le Monde arrive en 2000, reste de 2000 à 2008, et après Le Monde, c'est Sud-Ouest, de 2008 à 2015, et en 2015, on le verra tout à l'heure, c'est La Dépêche qui arrive. De tous ces journaux qui ont racheté l'Indépendant, ça s'est très bien passé avec Midi Libre, ça s'est pas trop mal passé avec Sud-Ouest. Pour ce qui est de La Dépêche, j'en sais rien, puisque je ne suis plus moi l'Indépendant, mais bon, le journal continue à exister, et semble-t-il dans de bonnes conditions. En revanche, Le Monde, on était, là je parle à mon nom, hein, je n'engage personne d'autre, nous étions, moi personnellement, j'étais très content de voir que Le Monde reprenait l'Indépendant. On pensait qu'on pourrait profiter des avantages du Monde, de service de documentation, cartographique, sais-je encore, de ses journalistes, ses archives, etc. En fait, Le Monde a acheté Midi Libre, a acheté l'Indépendant, a acheté Centre Presse de Rodez et d'autres petits journaux qui faisaient partie du groupe Les Journaux du Midi, qui appartenaient donc au Midi Libre, ben, finalement pour les ponctionner, pour récupérer des sous, et puis de moins. Hein. Voilà. Donc moi je considère, ça ne m'engage que moi, hein. Peut-être je dis des bêtises, mais moi c'est mon opinion, Le Monde s'est gavé, point. Au détriment de l'Indépendant et des autres journaux du groupe. On passe, j'arrive. Et donc là, La Dépêche 2015 arrive donc à Perpignan. Vous voyez là à droite Jean-Michel Maillet qui donne un éditorial indépendant où il explique les raisons pour lesquelles son groupe a acheté l'Indépendant. Et l'Indépendant, par la même occasion, a quitté, mais ça c'était déjà Sud-Ouest, a quitté le Mas de la Garrigue à Rivesaltes, parce qu'un journal à Rivesaltes, ben, c'est bien, c'est agréable, on se gare bien, il y a les vignes autour, c'est sympathique, mais on est loin de la préfecture, on est loin de la gendarmerie, on est loin de la police, on est loin des pompiers, on est loin de la vie de la cité, on est loin de la mairie, on est loin du conseil départemental, on est loin de tout ça, donc il fallait un jour ou l'autre, et c'est ce qui se passe pour beaucoup de journaux, revenir au centre-ville, et là donc c'est sous Sud-Ouest que l'Indépendant est revenu à Perpignan, avenue des boulevards des Pyrénées plutôt. Et le temps 5, le dernier anniversaire, c'est 175 ans, en 2021, il n'y a pas très longtemps, qui ont été fêtés sous cette une, avec à l'intérieur cette une qui est un fac-similé ou qui reprend, si vous voulez, le graphisme du premier Indépendant. Et vous avez à droite le supplément qui a été publié en hors-série sur les 175 ans de l'Indépendant. Voilà. Monsieur, là, vous avez, pour répondre à votre question plus complètement, vous avez les tirages moyens de l'Indépendant de 1846 à 2022, et on se rend compte que dans les années 80-90, c'est les tirages maximum, puisqu'on est passé les 80-85 000, et l'été, madame, quand on vendait le journal sur l'été, la Costa Brava, on arrivait à 110 000, 115 000, parce qu'il y avait donc cette vente sur la Costa Brava, qui coûtait quand même, je l'ai dit, cher aussi. Voilà, donc, vous voyez, et puis maintenant, il y a une décrue en 2022, on tourne autour de 35 000, 40 000 exemplaires, dont la moitié
évidemment, il y a l'Internet, il y a les réseaux sociaux, il y a la télévision, les radios, etc. Donc, un journal qui est désormais multimédia. Donc là, il suffit de lire ce que j'ai écrit. En 2011, il est visité par... Bon, d'abord, ouvert en 2007, le premier site, c'est un peu tard. Mais enfin, depuis l'indépendance, on fait des progrès. Visité par 37 000 personnes en 2011, avec des pointes de 50 000 visites. Une décennie plus tard, en 2021, c'est 7,5 millions de visiteurs qui se connectent mensuellement, pour un total de 31 millions de visites et 42 millions de pages vues. Donc c'est quand même beaucoup, c'est bien, ce qu'on ne peut pas permettre le papier, le seul papier, et dont l'indépendant est présent évidemment sur les réseaux sociaux, avec plus de 200 000 abonnés, ça c'était donc il y a quelques années. Le problème de la presse aujourd'hui, vous le connaissez, c'est la concentration de la presse, puisque la presse c'est entre quelques mains. Donc là c'est un tableau général, je vais passer vite, qui est publié par le Monde diplomatique chaque année, ce tableau-là, médias français qui possèdent quoi. Mais ce qui est plus intéressant pour nous, s'agissant de la presse de province, vous voyez, aujourd'hui, vous avez donc 8 titres, 2, 4, 6, 8, voilà, 8 titres, qui... 8 sociétés, grandes sociétés, qui englobent plusieurs titres chacune. Le groupe Rossel, 10 titres, Ouest France, 5 titres, Sud-Ouest, 5 titres, Centre-Presse de Montagne, 8 titres, Ebra, 9 titres, La Provence, 2 titres, Nice Matin, 3 titres, et La Dépêche du Midi, dont 6 titres, parmi lesquels, évidemment, La Dépêche, L'Indépendant, Centre-Presse, Le Petit Bleu d'Agen, et d'autres titres qui m'échappent encore un ou deux de plus. Donc vous voyez, concentration de la presse, c'est un problème, c'est un gros problème. Et vous voyez donc que la PQR occupe aujourd'hui 6 000 journalistes, 35 000 correspondants, produit 35 000 articles. Donc c'est l'offre la plus puissante sur l'ensemble du territoire. 20 millions de personnes qui s'informent chaque jour grâce à la presse quotidienne régionale. 40% lisent le journal de chez eux en version numérique, et dont la PQR, le premier média français, par la confiance accordée. C'est pas moi qui le dis, vous avez les sources qui sont mentionnées. D'ailleurs, chaque fois, j'ai mentionné les sources. Voilà. Et ça, c'est la dernière diapo, une révolution dans des usages. J'ai mis cette couverture parce qu'elle est marrante. On voit un poisson, tempête dans le bocal, et à ce moment-là, bon, la presse... malheureusement, c'est un peu comme un poisson muet, parce que si elle est bien lue, beaucoup lue, elle a tendance à se rétrécir, et ça c'est un petit peu dommage. Rétrécir, pourquoi? Parce qu'en face vous avez les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, et qu'on en juge, en moins de 20 ans, nous sommes passés de 350 millions d'internautes à 5,5 milliards d'habitants connectés sur la planète. Google Search indexe 130 milliards de pages pour 7,3 milliards de requêtes quotidiennes, soit 90 000 recherches par seconde dans le monde, et dont nos pratiques informationnelles et de divertissement se font majoritairement liées et non plus par le journal. En 2022, plus de 45 millions de Français utilisent Internet, 82% de la population française de plus de 12 ans est connectée, mais malheureusement, et ça c'est le plus triste, c'est seulement 1% des jeunes achètent un quotidien. Les jeunes ne lisent pas la presse quotidienne. Vous le voyez, les jeunes sont toujours branchés sur leur téléphone portable. Donc nous sommes réduits à l'état d'un poisson rouge dans le bocal, d'où l'illustration que j'ai choisie. Et ça, c'est la dernière diapositive avec la fameuse diapo de Bellus, Psy de l'indépendant, que je n'ai pas mis en ouverture. C'était un choix, mais des fois j'inverse. Un kiosque, il en existe encore à Perpignan, plus beaucoup, je crois, et dont les journaux, tout au moins les livres, dans lesquels vous trouverez des informations sur l'indépendant. Celui-ci, qui était ma thèse au départ, publié en 1987, mais qui raconte la préhistoire de l'indépendant de 1846 à 1848. Ça, c'est la suite de celui-ci qui reprend les premières années, ces années-là de la préhistoire, mais qui arrive jusqu'en 1950 en attendant le troisième volume qui viendra peut-être dans quelques années. Et là, vous avez des suppléments qui ont été publiés par l'Indépendant, auxquels j'ai contribué avec d'autres collègues. Et là, un livre que vous avez ici, là, sur les aperçus de la presse roussillonnaise, qui parle de l'Indépendant, mais de la presse en général,
dans les Pyrénées-Orientales de 1870 à 2020. Et là, le dictionnaire de biographie roussillonnaise codédite aux publications d'Olivier, éditeur de ce livre et de celui-ci, qui est un dictionnaire dans lequel on trouve des personnalités locales, hommes et femmes, de 1789 à nos jours, et dont des journalistes et des imprimeurs. C'est fini. Merci. Alors maintenant, si vous avez des questions à poser, vous allez pouvoir poser vos questions. Si vous avez des questions, je dis bien des questions, hein. Voilà. Est-ce que ça est allé? Je sais que je suis allé très vite parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire et on n'avait pas assez peu de temps. Mais est-ce que ça a été tout de même assez clair? Et en partant, vous aurez une bonne idée de ce qu'est l'indépendant, d'où il vient, qui a contribué à faire ce qu'il est aujourd'hui, ou en tout cas ce qu'il a été hier, aujourd'hui, et j'espère demain et après-demain. Voilà. Donc si vous avez des questions à poser, je vous écoute. On a un petit moment, peut-être, Virginie, oui. Merci. Alors, madame, je réponds à votre question qui était... Vous me demandiez tout à l'heure... À quel moment, si vous voulez, sûrement que c'est sur des longues périodes, il y a eu cette transformation d'un journal, on va dire, engagé avec une ligne éditoriale et passé à un journal qui est en fait une compilation d'infos locales. Oui, alors... Et on a l'impression d'un délitement d'un journalisme, on va dire, qui analyse la politique, l'économie, à une compilation d'événements. D'accord. Alors je vous réponds. Bon, en gros, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, l'Indépendant était un journal engagé. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous l'avez entendu, c'était clair, c'était très clair. Un journal d'extrême gauche, l'extrême gauche de l'époque, il ne faut pas entendre l'extrême gauche d'aujourd'hui, c'est-à-dire un journal qui était anti-monarchiste, un journal républicain, radical. Ça, c'était en 1948, avec les Guittet, ces gens-là. Ensuite, à partir... du tout de focus sur le local à ce moment-là. Il y en avait, mais très peu. C'était un journal qui s'intéressait surtout à la politique nationale, mais avec beaucoup de retard, puisque c'était un billet hebdomadaire à Perpignan. Pour que l'information arrive à Perpignan, c'était très long. Hein, ça arrivait donc avec la diligence, donc c'était très long. Donc c'est surtout les députés de l'Indépendant qui amenaient cette information. Voilà. Donc c'est un journal, je dirais, d'information générale plutôt que d'information locale. Ensuite, en 68, c'est le même principe, sauf qu'il devient petit à petit le journal d'information locale. Là, il y a le réseau des correspondants qui est créé progressivement dans les années 1870-1880. Et l'Indépendant, donc, reçoit des informations à la fois par la SNCF, par le train, reçoit des informations aussi par le fil télégraphique. D'accord ? Voilà. Mais là encore, c'est un journal qui a une couleur politique, parce que c'est un journal qui est dirigé par des hommes qui eux-mêmes sont des hommes politiques. Brousse, je vous ai parlé de Brousse, et d'autres encore. Okay, bon, ensuite, on progresse dans le temps, donc c'est un journal qui a, je vous l'ai dit, de centre-gauche, républicain radical, puis républicain opportuniste, gambétiste, si vous voulez, et ensuite, donc, beaucoup plus modéré, donc centre-gauche. On arrive aux années 1880-90, disons au tournant du XXe siècle. C'est pareil, c'est toujours un journal qui fait de la politique. Et son directeur, jusqu'en 1926, année de sa mort, c'est un député, dont Emmanuel Brousse, qui lui-même est député, donc il a un engagement politique. Donc le journal, à ce moment-là, est un journal, et là je pense que ce sera clair, c'est un journal et en même temps un parti. Parce que les partis politiques constitués, je vous l'ai dit, n'existaient pas. Le premier, c'est en 1900 le Parti radical, en 1911 le parti l'Alliance démocratique. Mais plus tard, bon, bien sûr, il y a eu le Parti communiste, 1920, etc. Mais ce n'est qu'à ce moment-là que les partis constitués existent. Mais en gros, entre la moitié du 19e et les années 20, il n'y a pas de parti politique. C'est les journaux, la plupart du temps, en province et à Paris, qui sont les partis, entre guillemets, politiques. C'est eux qui représentent les idées, qui portent des idées, avec des hommes qui sont les animateurs du journal et qui en même temps sont des élus. D'accord ?
Et à partir des années 20-30, le journal reste un journal toujours engagé. Pendant la guerre d'Espagne, il est clair que l'indépendant n'était pas favorable au Front populaire. C'est un journal de centre-droit, à ce moment-là, centre-gauche, centre-droit. Dans le Front populaire, c'était le Parti socialiste, les communistes et les radicaux, enfin, surtout les socialistes et les radicaux. L'indépendant n'était pas favorable à ce journal, donc très très modéré. Plus tard, après donc 36, donc pendant la guerre, le journal est toujours un journal engagé, mais là forcément il y a la guerre. À partir du moment où il y a la guerre, on se tait, hein, on est plus discret. Je vous ai expliqué tout à l'heure, donc je ne reviendrai pas là-dessus. 1950, les temps ont changé. Les temps ont changé, on fait toute la politique, là il y a vraiment des partis, mais le journal, lui, prend parti de ne pas être un organe politique. Ça devient un journal d'information. Et la majorité des journaux en province sont des journaux d'information et non pas des journaux engagés, des journaux politiques. Ce n'est pas des journaux d'opinion. Donc, journaux d'information, journaux d'opinion. Il s'agit de satisfaire des lecteurs, mais des lecteurs qui sont de toutes les couleurs politiques, qui votent pour la droite, la gauche, le centre, l'extrême droite, etc. Dans le journal, s'il veut perdurer, exister et vendre, ne peut pas se permettre d'être trop engagé. Mais il y a quand même des éditorialistes, madame. Tout à l'heure, je disais qu'il y avait Arthur Comte, qui a été pendant quelques années, peu de temps, un an, ou un peu plus éditorialiste. Mais après, il y a eu des gens comme Henri Trinchet, qu'on a évoqué. Et puis, il y a des gens qui étaient des éditorialistes appointés par l'indépendant, mais qui étaient souvent, et toujours, de grands journalistes parisiens. Vous avez vu, par exemple, Roger Frézos, André Ribot, le directeur du Canard enchaîné, qui était éditorialiste indépendant dans les années 50. Vous avez donc... Il y a une couleur, hein, le Canard enchaîné. Donc, le journal, si vous voulez, est un journal socialisant, sous Paul Chiché. C'est un journal centre-gauche socialisant. Ce n'était pas un journal de droite ni d'extrême droite, ce n'est pas un journal communiste. D'accord ? Après, vous avez des éditorialistes comme André Laurence, qui a été directeur de l'Indépendant et directeur du Monde, qui était aussi un socialiste, socialisant, un socialiste. Donc, c'était l'éditorialiste. Après, vous avez eu comme éditorialiste Jean-Marie Colombani, qui est devenu directeur de l'Indépendant, directeur du Monde, qui lui aussi était plutôt, bien social, non pas plutôt droitier, hein, plutôt centre-droite, très, très modéré, ainsi de suite. Bon. Donc c'est un journal qui était un journal d'information, mais qui, sur les grands événements de l'actualité, se prononçait. Aujourd'hui, si vous lisez, hier c'était les articles de Bernard Revel, si vous lisez maintenant ces articles de Pierre Matisse, je ne sais pas si vous lisez les éditoriaux maintenant, moi je pense qu'ils sont quand même engagés, hein, c'est clair. Hein. C'est pas des... Oui. L'éditorial, c'est 50 lignes. Oui, ça a toujours été ça. C'est toujours ça, l'éditorial. C'est quelque chose qui est court, qui est synthétique, hein, et qui fait un point sur un sujet bien précis à un moment donné, et qui donne la couleur, l'opinion, l'orientation du journal. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a toujours une orientation, qui est une orientation plutôt socialiste, socialisante, gauche modérée. Bon, comme la Dépêche. La Dépêche, c'est un journal radical. Bon, c'est pas un journal communiste indépendant, mais c'est pas un journal d'extrême droite. D'ailleurs, très souvent, les éditoriaux actuels indépendants attaquent l'extrême droite, ou Marine Le Pen. Si vous le lisez, vous le voyez. Mais hors l'éditorial, c'est vrai que on ne trouve pas d'articles vraiment politiques dans le journal. C'est encore une fois un journal d'information, mais qui s'engage au moment des élections locales. Quand il y a des élections au conseil général ou départemental maintenant, ou lors de la députation. Voilà. Il faut aussi savoir lire entre les lignes. Mais oui, bon, je sais. Voilà, je sais. Est-ce que je vous ai répondu? Je vous ai dit que je ne liderai pas, je vous ai répondu. Non, mais si vous voulez, c'est quand même le sentiment de quelque chose qui s'est vidé et qui s'est rempli par, après, que du local, quoi. Oui, mais... C'est-à-dire, c'est très compliqué, parce que, si, comment dire, pour répondre à la crise de la presse, comment faire, quoi. Ouais. Si acheter l'indépendant,
C'est une réponse, le local. Pourquoi on achète les... Ben pour le local, c'est une réponse. Qu'est-ce qu'on fait de mieux? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qui peut faire mieux que l'indépendant sur le local? Personne. C'est l'indépendant. Donc le fonds de commerce de l'indépendant, c'est avant tout le local. Moi, personnellement, je milite pour que l'Indépendant soit un journal qui travaille à fond sur le local, mais d'une façon soutenue et critique, y compris sur le plan politique. Mais on ne peut pas lutter contre l'Internet, contre les journaux nationaux qui ont des journalistes très compétents qui traitent de sujets politique, de politique intérieure, de politique internationale. Donc c'est pas notre fonds de commerce, c'est pas notre rayon, c'est pas notre créneau, si vous voulez. Comment? Non, la dame disait qu'il n'y a pas beaucoup au niveau de la culture. Oui. Si vous voulez plus de renseignements, madame, vous pouvez acheter les livres. Voilà. C'est très intéressant. Voilà. Et alors, je vous signale les prochaines conférences qui seront au hall d'Imalé. Donc, l'une, la prochaine, sur la